Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose un exposé de méthode de l'analyse linéaire à partir du poème Vénus anadyomène d'Arthur Rimbaud, extrait des Cahiers de Douai, d'une manière quelque peu différente, puisque je l'aborderai plus longuement en expliquant, au fur et à mesure, la méthode de l'explication linéaire à l'épreuve orale du bac de français. Le but de l'exercice est d'expliquer le texte, en suivant l'ordre des lignes pour ainsi dire. Il s'agit de développer une interprétation, c'est-à-dire donner du sens, en s'appuyant sur une analyse précise et en suivant un développement construit. La qualité de l'expression et la posture sont bien évidemment évaluées, et ce de manière importante. Lors de votre lecture linéaire de 10 minutes, vous aurez tout d'abord à introduire brièvement votre étude et à lire le texte à voix haute en 2 minutes. La lecture elle-même est notée sur 2 points. Il faudra donc s'entraîner toute l'année à lire vos textes avec rigueur et expressivité. L'introduction peut tout à fait être proposée après la lecture, mais la présentation sera bien moins élégante. Il vaut mieux éviter de commencer avec la lecture à voix haute. Il faut aussi à ce stade présenter le projet de lecture, qui ressemble à une problématique ou un fil directeur, ainsi que la progression du texte, c'est-à-dire les différentes étapes ou mouvements qui structurent l'ensemble de l'extrait. Voici pour ce texte une introduction possible parmi tant d'autres. Retenez bien que cette introduction reste bien plus courte que celle d'un commentaire écrit, car votre temps est très limité. Le texte présenté aujourd'hui, Vénus anadyomène, est l'un des 22 poèmes réunis dans les Cahiers de Douai d'Arthur Rimbaud, publiés en 1871. Le jeune poète, âgé de 16 ans, était un adolescent révolté, fugueur, et ses premiers poèmes, composés dans ce contexte, en témoignent. Dans ce sonnet en particulier, Rimbaud brosse la peinture de la naissance de Vénus de façon extravagante et affirme ainsi son goût immodéré pour la provocation, remettant en cause les conventions traditionnelles du genre poétique à plusieurs égards. Procédons à la lecture du texte. Vénus anadyomène. Comme d'un cercueil vert en fer blanc, une tête de femme à cheveux bruns fortement pommadés, d'une vieille baignoire émerge lente et bête, avec des déficits assez mal ravaudés. Puis le col gras et gris, les larges omoplates qui saillent, le dos court qui rentre et qui ressort, puis les rondeurs des reins semblent prendre l'essor, la graisse sous la peau paraît en feuilles plates. L'échine est un peu rouge, et le tout sent un goût horrible étrangement. On remarque surtout des singularités qu'il faut voir à la loupe. Les reins portent 2 mots gravés, Clara Vénus. Et tout ce corps remue et tend sa large croupe, belle hideusement d'un ulcère à l'anus. Arthur Rimbaud, Cahiers de Douai, 1871. Notre projet de lecture est le suivant. Nous verrons comment ce contreblason n'est pas une simple parodie, mais ouvre véritablement, à la suite de Baudelaire, la voie d'une esthétique nouvelle. Le sonnet suit la progression suivante. Le premier quatrain évoque l'apparition surprenante d'une vieille femme, opposée en tout point à l'image traditionnelle de la déesse de l'amour. Le deuxième narre en détail, longuement, la naissance laborieuse de cette créature, mi-femme, mi-animal, et enfin dans les tercets, la monstruosité envahit pleinement ce tableau, dans une évocation synesthésique et quasi fantastique. Ces 2 étapes peuvent être annoncées avant ou après la lecture à voix haute. L'idéal est tout de même de le faire après la lecture pour une raison de chrono, car la lecture à voix haute doit être terminée au temps 2 minutes, mais aussi par souci de cohérence et de fluidité. Donc, après avoir introduit votre texte, l'avoir lu à voix haute et présenté votre projet de lecture ainsi que les mouvements du texte, il vous reste approximativement et au maximum 8 minutes pour développer une explication claire et précise. Rappelez-vous bien qu'il s'agit de donner du sens au texte, de proposer une interprétation, ce qui est tout à fait différent d'une récitation maladroite du cours où l'on liste les procédés dont on se souvient comme on peut. Ensuite, vous passerez à l'explication du texte. Voici donc les principaux éléments qu'il ne faudrait pas oublier de développer en expliquant ce texte. Tout d'abord, le titre. Vénus anadyomène. Anadyomène, en grec, signifie surgit des eaux. C'est une référence claire à la naissance de Vénus, représentée notamment par Sandro Botticelli
tableau auquel fait référence Arthur Rimbaud et qu'il tourne en dérision quelque peu dans ce poème. Dans ce premier quatrain, le lecteur s'attend à l'évocation de la naissance majestueuse et éclatante d'Aphrodite. Mais la version rimbaldienne s'avère tout à fait surprenante et totalement déceptive. C'est une vieille femme affreuse qui apparaît immédiatement dans cette strophe. Nous sommes plongés dans un univers morbide immédiatement, avec la mention du cercueil, les couleurs vertes et blanches, connotant la maladie et la mort. Cette Vénus ne sort pas d'un coquillage mais d'une boîte rouillée. Ses cheveux bruns et ternes s'opposent à l'éclat de ceux de la déesse blonde, et ses efforts pour lutter contre la déchéance physique, la décrépitude, sont soulignés par les expressions redondantes fortement pommadées et déficits assez mal ravaudés. Présentée de manière ridicule, dans une nudité pathétique, au sortir d'une vulgaire baignoire, sale et décrépie, elle apparaît affaiblie par l'âge. On relèvera les couples de mots à la rime, tête et bête. Concernant le mot tête, il est normal de commencer un blason par le haut du corps, mais en écho avec bête, c'est l'esprit qui paraît amoindri. Le déficit de la vieille femme est autant physique qu'intellectuel. Jouant sur la polysémie de bête, Rimbaud commence aussi à dresser le portrait de l'animal qui suivra. On songe aussi à une bête. Par ailleurs, pommadés et ravaudés à la rime permettent d'insister lourdement sur cette lutte désespérée et ridicule contre le vieillissement naturel. Enfin, dans cette strophe, il ne faut pas oublier de parler des enjambements. Le retardement du verbe émerge également, la lenteur du rythme, qui renforce aussi cette impression de lourdeur. Poursuivant la narration détaillée de cette laborieuse naissance, avec la répétition de l'adverbe puis, Rimbaud dresse un portrait très visuel, comme en témoigne l'énumération des parties du corps banales, choisies pour leur absence de sensualité, le col, c'est-à-dire le cou, les omoplates, le dos, les reins, la peau. Chacune est caractérisée de manière péjorative par des adjectifs dévalorisants, une comparaison peu flatteuse au vers 8, une répétition de relative au vers 6 qui mime un mouvement sans grâce ni vitalité, comme s'il s'agissait d'excroissance et de difformité monstrueuse. Les feuilles aplaties, la couleur grise, connotent à nouveau la mort dans ce tableau. La lourdeur du corps est évoquée par le rythme irrégulier et les hachures. La mention de la graisse à plusieurs reprises montre qu'il n'y a ni légèreté ni élévation dans ce portrait de la divinité. Tout est écrasé sous le poids de la vieillesse et de la laideur. Ce corps est tout à fait répugnant. Rimbaud fait l'éloge de la laideur absolue, tout comme Baudelaire dans le poème Une charogne. Enfin, les allitérations, soulignées par harmonie imitative, font songer au grognement d'une bête et enlèvent tout agrément à l'ambiance sonore. La réification de la femme laisse progressivement place à son animalisation dans la troisième strophe, annoncée par la mention du col notamment. Dans les tercets, l'approche du poète devient naturaliste. Objective avec l'emploi de l'impersonnel, il faut observer à la loupe du scientifique, la créature est devenue animale, comme l'évoquent l'échine au vers 9 puis la croupe au vers 13. Les enjambements du premier tercet soulignent la continuité du mouvement d'observation, suivi de haut en bas, sous toutes les coutures. De plus, par le jeu des synesthésies, le tableau devient absolument monstrueux. Le goût, l'odorat, la violence visuelle du rouge contribuent à installer la puanteur dans ce portrait hideux. Ensuite, les associations des adverbes et adjectifs, dans l'expression inversée horrible étrangement, là où l'on attendrait horriblement étrange, et l'oxymore belle hideusement, nous renvoient à l'image d'une espèce de chose, confusément affreuse, complètement irréelle. L'hyperbole tout ce corps également fait de ce portrait une représentation de la laideur absolue, sans aucune exception. Le fait que Vénus rime avec Anus prête à sourire, le dernier mot du poème vient conclure en tour de force poétique étonnant ce contre-blason provocateur. D'ailleurs, si l'on reprend en boucle le début du poème, on songe au sonnet de Ronsard comme un chevreuil détourné par Rimbaud qui commence par « comme d'un cercueil ». Rimbaud se moque ainsi également des poètes de la Pléiade, adeptes des blasons, poèmes composés à la louange de la beauté féminine. Dans cette courte explication, j'ai fait le choix de ne pas tout vous donner. En effet, lorsque vous présenterez votre explication linéaire, vous ne pourrez pas tout dire. Il faudra sélectionner. À bien retenir, les références liées au contexte, intertextuel, artistique et culturel, sont toujours intéressantes, voire indispensables dans ce poème précisément.
Enfin, la conclusion devra être assez brève également et assortie d'une ouverture, de préférence. En conclusion, on retiendra l'audace du jeune Rimbaud qui se plaît à détruire les traditions, tant au niveau du contenu que de la forme. C'est dans un sonnet au rythme complètement rompu qu'il parodie les éloges rendus à la beauté féminine, tant en littérature qu'en art. L'image de la Clara Vénus, l'illustre déesse de l'amour, est dans ce poème détruite par l'adolescent. Il faudra faire référence à l'alchimie poétique définie par Baudelaire comme l'art de transformer la boue en or. Ici, Rimbaud, en faisant l'éloge de la laideur, laisse un joyau poétique et sublime d'une certaine façon la souffrance, liée à une réalité bien décevante. Par ailleurs, dans la lignée des poètes parnassiens, il offre aussi une composition très savante, nourrie de références et d'une esthétique qui dépasse la médiocrité du monde réel. Enfin, comme dans la plupart des poèmes des cahiers de Douai, on pourrait souligner cette prise de liberté que prend Rimbaud et qui est annonciatrice de son œuvre à venir. Pour terminer, je vous dirais qu'il n'existe pas de lecture linéaire parfaitement exhaustive. Il faut privilégier la clarté de l'analyse, la cohérence, la structure générale, et une explication personnelle qui prouve que vous vous êtes approprié le texte. C'est en ce sens qu'il faut travailler les œuvres étudiées, afin de parvenir à des explications plus achevées, plus rapides, plus maîtrisées d'ici la fin de l'année, sans oublier d'établir des parallèles entre les différents extraits analysés. Nous en avons terminé pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt.